Sobriété énergétique, comment l'industrie du gaming peut-elle y parvenir? Pour en parler, Benjamin Devienne est en plateau avec nous aujourd'hui, cofondateur de Jam, plateforme de rétro gaming, mais vous allez me dire pas seulement, vous allez m'expliquer ça, qui permet de jouer depuis son navigateur, il n'y a aucun téléchargement nécessaire. Vous nous dites que c'est une technologie low-tech? C'est une technologie low-tech. Alors, Jam, ça a été créé il y a 2 ans et demi. Effectivement, on a commencé par le rétro gaming. Maintenant, on s'ouvre à plus de genres de jeux, avec notamment beaucoup de ce qu'on appelle du couch gaming, donc des jeux multijoueurs pour jouer avec d'autres personnes en même temps. On est low-tech parce qu'on utilise une technologie qui utilise 15 fois moins de bandes passantes qu'une technologie qu'on appelle de pixel streaming, donc de cloud streaming traditionnel. Et avec vous en plateau dans Smart Tech aujourd'hui, Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. Fournissez-vous des solutions de cloud gaming en marque blanche aux opérateurs de télécom mais aussi aux éditeurs de jeux vidéo. Et alors vous nous parlez d'une technologie de très haute performance. Alors oui, on a créé GameStream il y a 5 ans. Nous, on fournit donc effectivement des services de cloud gaming aux opérateurs télécoms, aux éditeurs de jeux et également au groupe d'hôtels. Et on est davantage tourné vers, on va dire, du contenu de type console. On est davantage tourné vers des abonnements de type un petit peu à la Netflix, c'est-à-dire qu'on va payer environ 10 € par mois et on va pouvoir jouer à 200-300 jeux, pouvoir y jouer en multijoueur, enfin remplacer un petit peu la console dans les foyers. Donc ça permet d'avoir 2 regards un peu différents, mais en tout cas avec des approches nouvelles dans cette industrie du jeu sur la question de la sobriété énergétique. C'est un des secteurs, je pense, les plus gourmands en énergie. On peut dire qu'on est d'accord là-dessus, dans le domaine du numérique. Non. Ah. Ça dépend des pays, en fait, je pense. Ouais. Il faut voir que le numérique, si on regarde la part dans le monde, c'est à peu près 4% des émissions de CO2. Ouais. Mais en France, on a la particularité d'en avoir que 2% des émissions de CO2. C'est un rapport du Sénat, c'est le rapport 555. Et c'est lié à quoi? Alors, c'est lié à notre performance énergétique. Quand on produit 1 kilowatt d'énergie, on est beaucoup plus propre que, par exemple, nos confrères allemands. C'est lié au allemands. nucléaire, en fait. Alors, c'est pas... Parce que là, vous me parlez en émissions c'est ça, en émissions CO2, on ouais. est plus propre. C'est pas simplement lié au nucléaire, c'est aussi aux autres énergies renouvelables. Ouais. Mais si on nous compare à l'Allemagne, on est 10 fois plus efficace ou 10 fois plus propre pour produire 1 kilowatt d'énergie. Donc propre, mais quand même consommateur, quand même énergivore. Je ne sais pas si je regarde ne serait-ce que les matériels pour jouer. On a des consoles de poche, des consoles de salon, on a des PC qui sont quand même assez impressionnants. On a le mobile avec lequel on joue de plus en plus. Les compétitions d'e-sport qui deviennent stratégiques même en France. Donc on est dans un secteur en plus qui est vraiment en pleine croissance. Et on nous dit que c'est une croissance qui va perdurer, s'installer. Donc est-ce qu'il est possible de s'inscrire dans ce cadre, dans une politique de sobriété énergétique, selon vous? Alors justement, c'est très bien que vous parlez des consoles parce que dans les derniers rapports qui ont été produits, on a analysé que pour produire un PC qui fait environ 2 kg, donc un petit PC portable, ouais, il faut 558 kg de matières premières. 558 kg pour produire un PC qui fait environ 2 kg, ce qui est absolument énorme. Ouais. L'avantage justement des solutions de cloud gaming que Benjamin ou que nous proposons, c'est justement de mutualiser complètement au niveau du hardware. Donc on n'a pas besoin d'acheter une console en particulier. On peut directement utiliser la petite set-top box qui est sous la télévision, ou son PC, ou son téléphone, ou sa tablette ou autre, et on peut directement jouer avec. Donc on a tout ce matériel à produire en moins. Parce que la puissance est déportée, c'est ça, dans le cloud? La puissance est déportée et on peut utiliser n'importe quel type de plateforme existant. Ouais. Ce qui est très important dans les pays occidentaux, mais pensez surtout à tous les pays en voie de développement, tous les pays qui sont les pays émergents sur lesquels on est présent, GameStream, et sur lesquels justement, directement, on crée des usages vers des plateformes existantes, avec donc une population qui n'a pas besoin de s'acheter tout ce hardware qui en fait finalement finit un jour ou l'autre sur un monticule de ramassis électronique. Lutter contre le multi-équipement et cet équipement effectivement qui parfois dort dans des placards. Ouais. Je pense que c'est important en fait cette précision-là parce que quand on regarde les proportions de pollution, notamment en termes d'émissions de CO2, 80% des, par exemple, 2% de pollution numérique dont je parlais en France en termes d'émissions de CO2, 80% ça vient des terminaux, c'est-à-dire les équipements, les ordinateurs et de l'utilisation électrique de ces terminaux-là. Mais si on se regarde le réseau et les data centers c'est à peu près 15% et le réseau c'est simplement 5% de cette équation-là. Donc on a beaucoup plus à gagner à limiter le nombre de terminaux qu'à limiter le réseau pour le moment. Oui, mais alors si on bascule tous en cloud gaming, est-ce qu'on ne va pas augmenter cette part justement qui revient au data center et au réseau ?
Alors justement, de ce côté-là, je dirais que c'est tout l'avantage de la mutualisation. Vous savez que quand vous jouez aujourd'hui à un jeu console en particulier, au moment où vous voulez jouer, vous avez rapidement entre un quart d'heure et 20 minutes d'upgrade du jeu, avec des datas, ça peut atteindre jusqu'à 1 giga de data, voire un peu plus, qui vont se mettre à jour par utilisateur. Ouais. Donc si jamais vous avez 1 million de personnes qui veulent jouer au jeu, vous avez 1 million de personnes qui vont télécharger 1 giga d'update. Et les updates sont très fréquents, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la culture des éditeurs, des développeurs de jeux, ils n'ont pas encore vraiment rentré, ils n'ont pas vraiment complètement intégré cette culture, justement, d'essayer de minimiser les upgrades pour des raisons écologiques. C'est juste la beauté du jeu qui compte le plus, donc ils ne sont pas encore rentrés dans cette phase-là. Et l'avantage justement de la mutualisation, c'est que quand on est sur des serveurs comme ceux qu'on utilise, aussi bien chez Jam que chez GameStream, ben, on n'a pas besoin de faire un upgrade par utilisateur. On en a besoin en fait de 400 fois moins. Parce que nous, sur un serveur, on peut avoir 400 abonnés qui vont jouer sur le serveur, avec des moments différents, des pics différents, mais en grosso modo, on réduit de 400 la part donc d'usage, de consommation, de création carbone liée à tout ce qui est upgrade. Oui, mais enfin, plus vous avez d'utilisateurs qui vont se connecter sur vos serveurs, sur votre réseau, plus vous allez avoir besoin vous-même de production d'énergie. Alors après, ça dépend de notre capacité à résoudre des problèmes. Quand on regarde le problème des terminaux... Sur quoi on peut intervenir, ouais. Sur l'énergie, c'est un problème qui est entre guillemets plus facile et plus accepté dans notre société, de pouvoir faire une transition, que ce soit vers des solutions durables, les éoliennes, vers le nucléaire, même s'il y a un peu plus de débat dessus, que par exemple trouver des nouveaux matériaux pour faire des nouveaux ordinateurs qui vont consommer moins. On se rend compte que pour faire 1 gramme de téléphone, faut 80 fois plus, ça pollue 80 fois plus en fait que faire 1 gramme de voiture. Donc c'est un problème qui est très difficile à résoudre et c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur ce qu'on sait résoudre, à savoir le réseau et la transition des données. Alors, si je regarde du côté du matériel, puisque vous me dites que c'est quand même le point important, on a une annonce de Microsoft qui nous dit, ça y est, on a sorti la première console plus sobre, plus consciente de son impact environnemental, la nouvelle Xbox. Donc c'est possible aussi de travailler sur le matériel pour jouer. Oui, c'est tout à fait possible. Et Microsoft, d'ailleurs, bien sûr, est pionnier dans tout ce qui est, bien sûr, également environnemental. Et c'est très intéressant. Entre autres, Microsoft et Facebook utilisent également ce qu'on appelle des serveurs OCP, Open Compute. C'est une autre façon de créer des serveurs qui va consommer beaucoup moins d'énergie pour les pour le refroidissement. Et nous, on s'est justement inspiré de ce qu'ils faisaient dans tout ce qu'on crée aujourd'hui en Indonésie. Donc aujourd'hui, on a des serveurs en Indonésie. On a 2 data centers qui tournent uniquement avec justement des solutions OCP. Moins cher également, beaucoup moins énergivore. Cela dit... Et qui ne consomment pas trop d'eau ? Ah non, qui ne consomment pas d'eau en l'occurrence. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ça, c'est prochain. Ça, c'est vraiment le prochain stade pour nous. C'est des serveurs en bain d'huile, plus que dans de l'eau. Des bains d'huile, parce que l'huile permet donc de refroidir beaucoup plus naturellement finalement les cartes, les GPU. Et on a un actionnaire de série ici qui est spécialisé justement dans ce genre de solution. C'est un bon point. L'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est les cycles des consoles. Par exemple, quand on pense à un téléphone, on renouvelle son téléphone tous les 1-2 ans, si on est un peu technophile. Une console, les cycles de vie, c'est entre 5 et 7 ans. Donc c'est aussi par design aussi des consoles dont l'obsolescence est programmée à plus long terme, et ça, c'est un point ultra important. Faire du matériel plus durable. Mais cela dit, si je peux revenir dessus, aujourd'hui, 38% des émissions carbone viennent de la production des équipements, 37% viennent de tout ce qui est utilisation des équipements, et la solution de Microsoft ne résout toujours pas ça. Tant qu'on n'est pas à la mutualisation grâce à du cloud, finalement, on est toujours sur les vieilles méthodes et on n'a pas vraiment changé la donne. Dans le cloud, vous stockez aussi les jeux, les données, tout ça, c'est quand même, ça demande des puissances de calcul et ça demande beaucoup d'énergie également. Oui, on les mutualise. Encore une fois, c'est un serveur permet à 400 personnes de pouvoir jouer à tout leur jeu. Donc on mutualise en fait pour 400 personnes directement par serveur. Est-ce que chez vous, vous parlez de cloud gaming ? Alors on a du cloud gaming, mais c'est une technologie qui s'appelle le GL Common Streaming. Alors c'est un nom un peu barbare pour dire quelque chose qui est assez simple. En gros, quand vous faites tourner un jeu, vous avez 2 moteurs. Vous avez un moteur qu'on appelle le processeur, qui fait des calculs un peu généraux, et le moteur qu'on appelle la carte graphique, qui affiche les polygones 3D, qui affiche un peu les graphismes de votre jeu. Nous, ce qu'on a été capable de faire, c'est séparer les deux. On garde dans nos serveurs à moindre coût le processeur, qui fait des calculs simples et qui prépare le jeu.
et on l'envoie sur le client, c'est-à-dire un téléphone, une télévision, un ordinateur, et on demande au client, avec son propre équipement, de faire la fin des calculs. Donc on partage les calculs entre 2 unités et ça permet d'envoyer beaucoup moins de données à travers le réseau et d'être beaucoup plus économique. D'accord. Et le fait que vous présentiez cette solution comme une solution low-tech, est-ce que low-tech, ça veut forcément dire low énergie? Alors ça veut 15 fois moins de bande passante. Physiquement, on utilise 15 fois moins d'énergie pour envoyer de la donnée, effectivement. Mais ce n'est pas systématique, l'association des deux? Non, ça demande beaucoup de travail, effectivement, beaucoup d'expérience, des bons ingénieurs. Par exemple, on sait aujourd'hui streamer des jeux qui ont 1080p, donc très bonne définition, à partir d'environ 6 mégas de bande passante, ce qui est relativement faible également. Oui. Mais donc, c'est un vrai enjeu. Surtout qu'avec la 5G, les usages vont être de plus en plus nombreux. Il y aura beaucoup plus de consommation. Il y a des enjeux quand même autour du cloud gaming, parce qu'on est d'accord, j'imagine, vous n'allez pas me dire le contraire, mais le cloud gaming, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui s'installe et qui va prendre de plus en plus d'importance. On peut se dire que c'est quand même le futur du jeu, a priori. En tout cas, ce sont des modèles qui fonctionnent bien, mais qui vont quand même poser ces questions de consommation énergétique. Quels seront ces enjeux spécifiques ? Alors, effectivement, déjà, en termes de croissance, c'est 40% de CAGR, donc de croissance annuelle, c'est spectaculaire, c'est le plus gros dans le jeu vidéo. C'est aussi un secteur qui est difficile. On voit, par exemple, Google Stadia a dû mettre les clés sous la porte avec son service il y a peut-être 1 mois de ça, 2 mois de ça. Oui. C'est un secteur qui est compliqué par son modèle économique. On ne sait pas encore faire très très bien, on va dire, un modèle où on arrive à rentrer dans les coûts. C'est encore une technologie qui coûte très cher. On voit aussi le coût des matériaux, notamment sur la 3D. Et je pense que ça affecte tous les acteurs de ce secteur-là. C'est difficile économiquement, mais on voit qu'on arrive de plus en plus avec des optimisations, comme parlé du côté de GameStream, ou des technologies un peu différentes comme la nôtre, qui ne peut pas se faire sur tous les jeux. Par exemple, notre technologie ne peut pas être compatible avec les jeux les plus récents qui vont être simplement diffusables sur des technologies de pixel streaming. Donc les enjeux, ça va être rencontrer la demande des consommateurs avec un produit qui s'ajuste à leurs besoins tout en pouvant respecter un contexte économique favorable à pouvoir faire de l'argent. Pas finalement en donner forcément trop pour ceux qui ne sont pas... Enfin, en tout cas, il y a des jeux qui ne nécessitent pas forcément la même débauche d'énergie. C'est ça que vous C'est me exactement dites. ça. Ouais. Du côté des joueurs aussi, est-ce qu'ils peuvent faire des efforts ? La digitalisation, par exemple un Blu-ray, ça consomme 10 fois plus d'énergie que de télécharger simplement une version digitale. Donc n'achetez pas vos jeux en physique, achetez-les en digital, c'est déjà un bel effort et ça aide. Ouais. Pas multiplier les consoles, on l'a dit aussi. Oui, en fait, moi, je ne sais pas si les joueurs, ils ont quand même entre 7 ans et 77 ans. Ouais. Je ne suis pas très sûr que les joueurs, on puisse leur demander des efforts. Je pense que ce n'est pas encore rentré dans la culture du gamer. Par contre, on peut, en amont, trouver les bonnes solutions et leur proposer des bonnes solutions qui permettent justement de créer ces économies. Et c'est ce qu'on fait avec la mutualisation, avec le fait qu'on n'ait pas besoin d'acheter de hardware, c'est exactement ça. On peut les inciter. Justement, le modèle économique, parce que vous nous expliquez, Benjamin, que ce n'était pas aujourd'hui un modèle économique si simple à trouver autour du cloud gaming. Cette conscience énergétique, environnementale, ça peut permettre de développer des nouveaux business models aussi, peut-être d'attirer davantage d'investisseurs, non ? Alors ça, oui. Et en fait, c'est vrai que si on prend tout l'environnement dont on parle, encore une fois, le gamer, je ne suis pas encore certain qu'on puisse vraiment l'éduquer à ce genre de choses. Par contre, les groupes télécoms aujourd'hui avec qui on travaille nous demandent de nous engager à réduire de 5% par an nos dépenses énergétiques, ce qu'on fait, et on fait des bilans carbone avec eux, ça c'est très important. Et les éditeurs et les développeurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler avec eux, je pense qu'il faut les familiariser avec ce genre de problématiques pour qu'eux-mêmes réduisent effectivement la demande énergétique des jeux qu'ils vont produire. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont plus sensibles à ce genre de choses que d'autres. Et ça, vous l'entendez, vous le voyez, justement, avec votre proposition low-tech, vous avez l'impression que ça attire davantage aujourd'hui les investisseurs ? Pas nécessairement. Je ne pense pas que du côté des investisseurs, en tout cas, j'ai reçu un écho particulier. Ouais. Alors après, c'est certain qu'il y a certains investisseurs, notamment nos investisseurs français, sont un peu plus sensibles à ça, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Mais ce que ça permet de faire, c'est aussi d'accéder, quand on est un peu plus low-tech, à des territoires qui sont un peu plus difficiles d'accès. Il faut savoir que même s'il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui ont Internet, tout le monde n'a pas un Internet suffisant pour avoir des débits permettant de passer des jeux ou des résolutions très importantes. Et je pense que
ce défi. Parce que là, on a besoin, avec une connexion ADSL, ça suffit, par exemple? Même une connexion 4G, ça va suffire. Un peu faiblarde sur, en tout cas, notre technologie à nous et sur la typologie de jeu que l'on a. Ça va être plus simple d'accès, notamment. On est très très fort au Brésil, en Inde, en Asie du Sud-Est. Donc ça, ce sont des marchés à développer. Marchés à développer, des marchés très intéressants et où ce modèle de streaming marche parce que, comme le disait Yvan, il y a toujours une problématique de terminaux et de renouvellement des terminaux là-bas qui n'est pas aussi rapide qu'on peut l'avoir dans certains pays, notamment européens ou américains. Comment vous voyez se développer ce business autour du cloud gaming? Nous, en fait, on se rend compte qu'on a deux pôles avec deux types d'accélération différentes. On est très présent dans les pays émergents, donc avec entre autres l'Indonésie, avec l'Inde qu'on est en train de lancer, avec Jio Alliance, 440 millions d'abonnés qui vont pouvoir s'abonner à notre service. On est en train de voir également ce qu'on peut faire en Afrique de l'Ouest. Donc là, on démocratise, on mutualise, et puis finalement on remplace le besoin de consoles grâce à une mutualisation générale. C'est très bien parce qu'on opère du coup aussi notre rôle de remplacer en fait ce besoin de création de consoles. Et à côté de ça, il y a des pays développés, les pays occidentaux qui eux ont déjà des consoles, des bases très installées et où là on est en train de compléter un petit peu le paysage justement en apportant également un service différent, complémentaire des consoles. Mais le sujet green, pour l'instant, ne fait pas partie des argumentaires, en tout cas je ne l'entends pas dans vos réponses, importants. On est loin du greenwashing finalement encore dans le jeu vidéo. Je pense que c'est pas une question d'argumentaire, en fait ça fait partie de notre survie tout simplement parce qu'on est dans le business de transformer de l'énergie en un produit. Ouais. C'est typiquement ça qu'on fait. Donc pour nous, toutes les économies d'énergie, tous les gestes entre guillemets verts qu'on peut faire, ça a une répercussion économique positive dans notre modèle. Donc on est dans un système assez vertueux pour avoir nos objectifs qui sont alignés avec ces objectifs entre guillemets écologiques. Et est-ce qu'on est sûr que c'est le cas dans le cloud gaming ? En tout cas, nous, on essaie de motiver nos équipes. Le cloud gaming, le pixel gaming, comme vous dites, c'est ça? Pixel streaming. On parle de ça avec nos équipes. Quand on fait des recrutements, je pense qu'on parle également de toutes les valeurs qu'on peut avoir. C'est tout l'intérêt des startups comme Jam et comme GameStream. Et on parle avec eux justement de ce qu'on peut faire en termes de démocratisation, mais également en termes d'environnement. Ils sont très sensibles à ça lors des recrutements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est davantage sur un marché qui est en pleine explosion, 40% par an, comme disait Benjamin, et où on est plutôt en train de prouver aujourd'hui la validité des modèles économiques. Demain, pas après-demain, demain, on pourra, je pense, s'attaquer beaucoup plus fortement à ces questions-là qui nous tiennent extrêmement à cœur. Si on a un acteur comme Microsoft qui commence à communiquer sur ce sujet, je pense que ça ne va faire que aider la profession à en prendre conscience. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin de Vienne de Jam et Yvan Lebeau de GameStream. On part en petite pause et juste après on se retrouve pour parler d'un nouveau standard, sans doute dans la manière dont on va s'authentifier sur Internet.